Tout d'abord, bonjour à toutes les collègues et participants à ce webinaire. Bienvenue à tous à ce webinaire dédié à la présentation de l'action Erasmus Mundus, master conjoint du programme Erasmus+. C'est Clémence Borde, chargée de projet international au pôle international de la DFTLB, en charge au montage de projets de la faculté des lettres, et Hannah Hertwig, responsable du bureau de projets et partenariats internationaux de la DFIP-VE de la faculté de sciences et ingénierie, qui nous présenteront cette action. Pour ma part, je m'appelle Eleni Liakidou et je suis chef de pôle à la DFTLB. Vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le chat et à la fin de chaque des trois parties, nous laisserons en fait la parole à vos questions. Pour votre information, ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition sur l'intranet de Sorbonne Université. Nous sommes très contentes aussi d'avoir aujourd'hui avec nous une personne de l'agence nationale Erasmus+, Aude Richard, parmi les participants. Les ateliers Europe de Sorbonne Université sont organisés à l'occasion de la sortie du programme Erasmus+ 2021-2027. Ce sera l'occasion de renforcer la collaboration entre nos enseignants-chercheurs, les doctorants, les post-doctorants, le personnel de Sorbonne Université ou le personnel de l'Alliance Sorbonne Université et vous permettront de réaliser vos projets de formation à l'échelle européenne. Nos équipes support sont là pour vous aider à vous orienter vers l'appel à projet le plus adapté. Elles sont là également pour vous aider à la recherche éventuelle de partenaires supplémentaires. Bien sûr, elles seront également là pour vous aider, une fois le projet sélectionné, dans la gestion administrative et budgétaire de ce projet. De nombreuses solutions s'offrent à vous pour le soutien financier. Sorbonne Université met à votre disposition un fonds d'amorçage ou encore des primes d'investissement. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous, partageons ensemble cette belle expérience européenne. N'hésitez surtout pas à contacter nos équipes support, elles sont présentes à chaque webinaire. Elles vous attendent. À bientôt! Comme l'a dit ma supérieure, la directrice de la DFTLB, Sorbonne Université, en tant que leader européenne, organise et facilite l'accès aux projets européens par divers moyens, notamment le suivi de l'évolution de différents instruments européens, la réalisation des programmes de promotion tels celui d'aujourd'hui, ou encore la mise à disposition de personnel dédié réunis au sein d'un service support. La politique européenne de Sorbonne Université vise deux objectifs principaux. Être un acteur majeur de la création de l'espace européen de l'éducation, augmenter la visibilité de Sorbonne Université et promouvoir son activité. Inciter une politique européenne forte à Sorbonne Université, c'est internationaliser évidemment les formations et ainsi alors développer des programmes de formation d'excellence, par exemple l'instrument de master conjoint, accroître la mobilité qui est également intégrée dans cet appel à projet, physique ou virtuel, et créer des synergies entre la formation, la recherche et l'innovation. Encourager une politique européenne forte, c'est aussi développer des partenariats internationaux durables et structurants, à commencer par les partenaires stratégiques comme l'Alliance for EU+, et toutes les autres, notamment le Trinity College à Dublin, mais aussi en dehors d'Europe. Enfin, une politique européenne forte, c'est l'inscrire dans un plan d'évolution des carrières des personnels. Les personnels acteurs dans un projet international sont soutenus et accompagnés. Je vous remercie déjà pour votre attention. Je laisse la parole à mes collègues Clémence Borde et Hannah Hertwig. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire dont le but est de vous présenter l'action du programme Erasmus qui s'appelle Erasmus Mundus. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter ce nouveau programme cadre Erasmus Plus 2021-2027 parce qu'il est tout nouveau. Alors, il a été quand même conçu dans une idée de evolution, not revolution, donc il n'y a rien, il n'y a pas de gros changements. Mais pour nous, il était important de vous présenter quand même le cadre d'Erasmus, parce que l'action Erasmus Mundus s'insère quand même dans un cadre qui est plus général. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons les deux actions qui composent du coup cette action Erasmus Mundus, l'Erasmus Mundus Design Measures et l'Erasmus Mundus Joint Master. Et dans un troisième temps, nous vous parlerons des projets Erasmus à Sorbonne Université. Alors, le programme Erasmus Plus est le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il est ouvert à tous et pas seulement qu'aux étudiants. Depuis 2015, il est aussi également ouvert à l'international. Le nouveau programme cadre 2021-2027 que je viens de mentionner, il a juste donc démarré au début de l'année. Son budget est en hausse de 80%, c'est-à-dire que pour Erasmus, il y a 28 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros qui sont dédiés à l'international. C'est vous dire l'importance de ce programme pour la Commission européenne qui le finance. Ce programme Erasmus+ est l'un des instruments financiers au service de la politique européenne pour l'éducation et la formation, qui vise d'ici 2025 la construction d'un espace européen de l'éducation. Tous les projets qui seront financés par Erasmus+ doivent donc s'inscrire dans ce cadre général qui vise à être plus inclusif, plus innovant, plus digital et à renforcer l'engagement pour un avenir plus vert, plus durable, en travaillant à intégrer les technologies numériques dans l'éducation et la formation, en promouvant la citoyenneté européenne et en développant l'employabilité des participants et leurs connaissances et compétences, notamment linguistiques et digitales. Donc, depuis 2015, le programme Erasmus n'est plus uniquement centré sur l'Europe, mais il s'ouvre également à d'autres pays hors Europe. Les pays sont donc classés en deux groupes. Ce sont les pays participants au programme. Donc là, il s'agit des 27 pays de l'Union européenne, plus 6 pays associés, qui sont l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Et puis de l'autre côté, nous retrouvons les pays dits partenaires du programme, donc ils sont classés par zone géographique, les pays voisins de l'Union européenne et ceux du reste du monde. Ils ne peuvent participer qu'à certaines des actions Erasmus+, mais notamment notre action qui nous intéresse aujourd'hui est ouverte à ces pays partenaires, donc les pays hors Europe. Donc nous souhaitons vous faire un petit point sur le cas du Brexit, sur le cas du Royaume-Uni, parce que suite au Brexit, le Royaume-Uni a décidé de quitter le programme Erasmus+, donc désormais il appartient aux pays partenaires. Sur cette slide-là, on vous présente l'architecture du programme Erasmus+, donc il est reparti en plusieurs actions clés. Donc nous faisons ici le focus sur deux actions clés qui concernent plus notre domaine d'activité. C'est l'action clé 1 qui concerne le financement des mobilités des individus à des fins d'apprentissage ou de formation. Donc, c'est des mobilités aussi bien pour les étudiants, les doctorants, mais aussi pour vous, donc le personnel académique ou administratif. Et puis, nous avons l'action clé 2, donc les actions sur la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques avec plusieurs types de projets. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les partenariats d'excellence. Donc, les deux dispositifs, les Erasmus Mundus Design Measures et les Erasmus Mundus Joint Master. Juste pour que vous sachiez, donc, il y a de nombreux organismes qui peuvent participer au programme Erasmus+, donc des associations, des établissements de formation, d'enseignement supérieur, mais aussi des entreprises ou des institutions de recherche. Le programme Erasmus+ vise 4 thématiques prioritaires, donc ce nouveau programme 2021-2027, qui sont également dites horizontales, c'est-à-dire qu'elles doivent apparaître, elles sont transversales, elles doivent apparaître dans les projets, quelle que soit la thématique du projet que vous allez développer. Donc ça, il faudra bien l'avoir en tête quand vous développez des projets, qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, ces thématiques, elles influent dans votre projet. Donc, la première thématique et qui est très importante, c'est l'inclusion des participants. Donc, c'est vraiment
assurer l'égalité des chances pour tous les participants. L'objectif de la commission est d'améliorer l'impact qualitatif des actions du programme en assurant l'égalité des chances pour tous, je viens de vous le dire, et également d'augmenter la participation aux actions du programme de personnes et d'organisations qui ont moins d'opportunités pour des raisons de handicap, de santé, d'âge, de milieux socioculturels, de géographie, etc. Concrètement, cela va se traduire de plusieurs manières par une plus grande flexibilité dans les mobilités. Donc, effectivement, il y a l'opportunité maintenant de faire des mobilités plus courtes ou de faire des mobilités qu'on appelle hybrides avec effectivement une partie sur place et suivie par une mobilité qui sera effectivement plus courte, comme je viens de le dire. Ou alors, il y aura des financements additionnels pour certains types de publics. Deuxième thématique prioritaire, c'est la transition écologique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'environnement est une thématique prioritaire pour l'Europe. Il y a eu la signature de ce qu'on appelle le Pacte vert européen, le Green Deal, qui est un projet très ambitieux parce qu'il vise la neutralité climatique pour l'Europe d'ici à 2050. Donc, effectivement, l'action Erasmus s'inscrit droit là-dedans. La Commission européenne, reconnaît le rôle clé des établissements que les établissements ont à jouer dans cette action-là. Cette thématique prioritaire va se décliner de plusieurs manières aussi dans Erasmus. Donc, ça peut être de promouvoir les transports éco-responsables. Donc, il y aura des financements supplémentaires pour les mobilités quand les participants, qu'ils soient étudiants ou personnels, utilisent des transports à moindre émission carbone, comme par exemple le train ou le covoiturage. Ça va aussi se traduire dans le développement des projets de coopération, que ce soit ou la thématique même du projet, donc c'est-à-dire développer du contenu pédagogique sur cette thématique-là, ou alors faire des actions de sensibilisation des participants sur cette thématique du développement durable. La troisième thématique, c'est la transformation numérique. L'Europe a aussi développé un plan qui s'appelle le Digital Education Action Plan. La crise du Covid n'a fait que renforcer la nécessité de développer des pratiques innovantes et digitales pour l'enseignement et de développer les compétences digitales des participants. Ce nouveau programme propose également plus d'opportunités pour développer les activités digitales, notamment celles qui visent l'inclusion. Donc, on en revient à notre thématique prioritaire numéro 1. Voilà. Donc, pareil, ça se traduira de plusieurs manières. Ce sera ou en transverse dans votre projet ou carrément, ça peut être la thématique même du projet que vous allez développer. Et la dernière priorité, c'est la citoyenneté active. L'objectif étant de renforcer les connaissances des citoyens européens sur l'Union européenne et ainsi favoriser le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Donc, la priorité sera donnée aux projets qui donneront aux participants la possibilité de participer à la vie démocratique, à l'engagement social et civique par le biais d'activités d'apprentissage. L'accent est mis sur la sensibilisation et la compréhension du contexte de l'Union européenne en ce qui concerne les valeurs communes européennes, c'est-à-dire les principes d'unité, de diversité, ainsi que celles du patrimoine social. Une participation au programme Erasmus+ représente beaucoup d'opportunités pour Sorbonne Université. Ces projets nous permettront d'internationaliser, ou nous permettent déjà d'internationaliser nos formations et de construire et développer des partenariats structurés et structurants. Ceci nous amène à créer des vraies synergies entre la formation, la recherche et l'innovation et d'être ainsi acteurs majeurs de la création de l'espace européen pour l'éducation et de renforcer notre rôle et notre impact là-dedans. Chaque projet permet à SU de gagner en visibilité et l'attractivité et avec cela, bien sûr aussi, de promouvoir les activités de l'Alliance for You Plus et de nos autres partenaires stratégiques, comme le disait Eleni déjà en introduction. Et on ne va pas oublier nos étudiants quand même, parce que c'est pour eux qu'on travaille et qu'on ait des projets. C'est une participation de leur part au programme Erasmus+, permet d'augmenter leur employabilité et d'acquérir des compétences importantes pour leur futur.
Mais il y a aussi beaucoup d'avantages pour vous en tant qu'enseignant-chercheur à développer des projets Erasmus+ et à y participer. Donc, vous pouvez donc proposer dans votre domaine stratégique très spécifique des formations internationales de grande qualité. Vous pouvez échanger sur des pratiques différentes d'enseignement et d'innovation avec des collègues d'autres universités européennes et en dehors, et ainsi acquérir de nouvelles compétences et gagner en visibilité aussi en tant que chercheur, parce que forcément, vous êtes plus lié dans un réseau plus important qu'auparavant. Vous pouvez donc développer et financer, parce que Erasmus+ nous donne aussi des financements, bien sûr. Vous pouvez donc développer des projets de formation ou d'innovation et d'être un acteur de l'internationalisation de votre département, de votre UFR et avec ça de Sorbonne Université. Sur le long terme, ces projets vous permettent de fédérer une vraie communauté d'enseignants-chercheurs internationaux que vous allez, avec lesquels vous pouvez créer de nouveaux projets de recherche ou de formation au-delà de votre projet Erasmus+. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un intéressement de la part de Sorbonne Université si vous êtes coordinateur d'un des projets Erasmus+. Nous avons demandé à 2 enseignants-chercheurs qui sont partenaires dans des projets Erasmus Mundus de témoigner. Donc, voici leur témoignage. Cette façon de travailler est aussi intéressante du point de vue de l'enseignement pour apprendre à enseigner différemment. Et je pense que ça contribue à proposer une formation de plus de qualité. Lors du montage, il faut compter presque 2 mois de travail à plein temps, mais qui sont répartis sur environ 6 mois. Le programme du master tel qu'il existait et le programme international qui fonctionnait déjà n'étaient pas 100% compatibles. Donc, il a fallu adapter en ajoutant des UE, en élargissant l'offre. Une fois qu'on a déposé le projet, là, il va y avoir des changements, notamment modifier tout son enseignement, traduire tous ces documents, toutes ces ressources, enseigner en anglais, utiliser de nouvelles plateformes Moodle. Le soutien a été vraiment excellent. C'est quand même la 4e maquette que l'on soumet et qui passe à l'Europe, montre que il y a toute une équipe avec moi qui travaille et qu'on travaille bien. Que mes collègues qui, de façon bénévole, ont réagi très positivement aux appels, qui m'ont accompagné, qui ont accueilli des étudiants. J'ai pu me reposer sur eux lors de l'écriture du projet et j'ai vraiment pu me concentrer sur la partie pédagogique. Ils ont toujours été à l'écoute. Ouvrir ce master international a permis de faire rentrer des étudiants internationaux pour maintenir dans notre master 2 parcours. Participer à un master international, ça permet d'obtenir des moyens et ce budget sert à faire fonctionner le master, à équiper les stations marines. Donc, ça permet d'élargir l'offre de Sorbonne Université et de notre département. Ça permet également d'attirer des étudiants de l'étranger. Et puis également d'élargir l'offre en chimie théorique. Donc, on a créé une nouvelle unité d'enseignement. Donc, pour les enseignants aussi, c'est important de pouvoir faire partie d'une équipe pédagogique internationale avec des objectifs communs, avec des contraintes particulières qu'il faut résoudre. C'était une expérience formidable, mais ça prend du temps. Et donc, du coup, ça change pour longtemps, éventuellement, la façon dont on travaille. Et donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à un moment où je souhaite modifier sur un terme assez long, un petit peu ma carrière? Et puis, la deuxième question, c'est qu'on accepte de travailler en mode projet. Si le projet passe, eh ben, on va avoir des moyens pour animer une équipe, définir les objectifs et les réaliser. Il faut vraiment être convaincu que son projet est un bon projet, qu'on peut l'implémenter et qu'il y ait des moyens de le rendre efficace et puis qu'il perdure dans le temps. Ils sont prêts à s'investir pour donner une formation meilleure à nos étudiants. Donc, on remercie beaucoup Monica Calatayud et Lars Stemann, qui est ici présent, d'avoir accepté de témoigner pour qu'on puisse faire cette petite vidéo.
Nous arrivons au terme de notre première partie. On démarre et on attaque du coup, et on fait notre petit focus, enfin notre grand focus d'ailleurs, pardon, sur l'action Erasmus Mundus pour laquelle vous suivez effectivement ce webinaire. Alors, le programme Erasmus Mundus, c'est un programme de master conjoint, hein, c'est-à-dire un programme de master qui est fait en collaboration avec d'autres établissements. Il existe depuis 2004. 535 masters ont été financés quand même depuis 2004 pour un budget total de 1,7 milliard d'euros, ce qui vous montre quand même l'importance de cette action aussi pour la Commission européenne. Petit détail, cette action était dans l'action clé numéro 1, c'est-à-dire dans les mobilités. Et elle est passée depuis, dans le nouveau programme CAM, dans l'action numéro 2, qui est plus sur la coopération. C'est-à-dire que le focus de la Commission européenne est passé de focus sur les mobilités à un focus qui est plus sur la coopération maintenant. Donc ça, c'est un petit détail à retenir quand même. L'objectif général. Alors là, on va vous parler, ça va reprendre quand même les objectifs généraux du cadre Erasmus, mais je vous rappelle quand même que l'action Erasmus Mundus s'inscrit dans le cadre du programme Erasmus et qu'il y a certains objectifs qui sont effectivement en commun avec le cadre général d'Erasmus. Donc, un projet Erasmus Mundus est ouvert à la coopération avec des établissements d'enseignement supérieur européens, mais aussi non européens, comme le précisait tout à l'heure Anna. Et c'est donc un outil pour la Commission européenne au service de la politique extérieure. Ils permettent donc d'accroître la qualité et l'attractivité de l'espace européen de l'éducation et de soutenir la politique extérieure de l'UE dans l'enseignement supérieur. Ce programme permet également de soutenir la qualité, l'innovation, l'excellence et l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur grâce à la coopération qui est à la base de cette action. Il permet d'accroître les synergies entre formation, innovation et recherche pour les établissements d'enseignement supérieur, parce qu'il est à la croisée des trois. Il permet également de répondre aux besoins sociétaux et à ceux du marché de l'emploi et, du coup, d'améliorer les compétences et l'employabilité des étudiants qui suivent un tel master. Pour SU, il y a également des avantages à monter un tel programme ou à participer à un tel programme. Ça permet, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une meilleure visibilité en montant un programme international d'excellence, de proposer une coopération internationale qui est structurée et qui est durable, parce que c'est quand même un programme qui dure 6 ans. D'avoir un financement européen attractif, on va vous les présenter tout à l'heure, d'obtenir le label Erasmus Mundus, qui est un label qui est reconnu internationalement. Ça permet à l'établissement d'enseignement supérieur de sélectionner les étudiants les plus talentueux du monde, parce qu'on recrute les étudiants dans le monde entier. Et en tant que ça permet de... Alors, cette action peut être montée ou en tant que coordinateur ou en tant que, que partenaire. En tant que coordinateur, c'est vous qui allez être le chef d'orchestre de toute l'action, alors qu'en tant que partenaire, vous pouvez tout de même jouer un rôle important et être un partenaire clé dans le projet, sans forcément avoir à faire l'orchestration entre tous les partenaires et sans avoir à animer le consortium. Donc, sur cette slide, on vous présente les opportunités que représente la participation à un Master Erasmus Mundus pour les étudiants. Donc, ces programmes de formation leur permettent d'acquérir un haut niveau d'expertise dans une discipline en particulier et également de vivre une expérience unique de mobilité reconnue par un double diplôme ou par un diplôme commun. Parce qu'en effet, pendant leur cursus de master, les étudiants vont vivre minimum 2 mobilités. Ils ont la possibilité d'obtenir une bourse européenne très attractive et par cette expérience de cursus à l'international où ils rencontreront des enseignants-chercheurs de tout horizon et de toute culture, ils arrivent à augmenter leur employabilité et à développer des compétences clés qui vont leur aider dans leur future carrière. Et il ne faut pas oublier l'idée de se créer un réseau d'alumni à l'échelle internationale dès la sortie de leur master, qui peut leur être très bénéfique pendant leur carrière. Donc, le programme Erasmus Mundus, donc cette action Erasmus Mundus a 2 appels différents. Donc, un qui est tout nouveau depuis 2021, donc c'est les Erasmus Mundus Design Measures, que Clémence vous présentera.
Et puis par la suite, c'est le projet en soi, les Erasmus Mundus Joint Master. Alors, on va faire un focus du coup sur le Erasmus Mundus Design Major, qui est un nouvel appel à projet dans le cadre de ces Erasmus Mundus. La commission s'est rendue compte que c'était compliqué, ça prenait beaucoup de temps de monter un master Erasmus Mundus. Et du coup, il propose cet appel à projet, qui est un projet qui vise à préparer la construction d'un master conjoint. L'objectif est donc de soutenir financièrement les établissements dans la construction d'un projet de master, des établissements qui sont nouveaux, par exemple, dans la mise en place d'un master Erasmus Mundus, ou si vous n'avez pas assez de temps, ça permet aussi de prendre le temps de préparer avant de monter le master. Il y a un focus quand même sur cet appel à projet. Donc, c'est de développer un programme d'études qui est nouveau, innovant, international, on l'avait dit, intégré aussi, avec des programmes. Alors, il faut que les pays programment, donc les établissements d'enseignement supérieur avec lesquels vous allez nouer des partenariats, soit des pays ou des établissements qui sont peu ou sous-représentés dans le cadre des Erasmus Mundus. Et il faut aussi que ce soit sur des thématiques qui sont nouvelles, en gros, qui ne sont déjà pas traitées. Donc, vous pouvez consulter le catalogue des Erasmus Mundus sur Internet pour effectivement voir si votre projet a déjà été fait l'objet d'un développement d'un Erasmus, d'un master conjoint ou pas. Alors, le consortium qui porte le projet doit être composé au minimum de 3 établissements d'enseignement supérieur issus de 3 pays, dont au moins 2 établissements d'enseignement supérieur issus de pays membres du programme Erasmus+. La demande peut être cependant faite par un pays qui n'est pas forcément un pays de l'Union européenne. Le financement est sur une courte durée parce que c'est seulement 15 mois. Et le bénéficiaire du financement, qui est le porteur du projet, se voit allouer une somme forfaitaire de 55 000 € qui doit permettre de financer l'ensemble des coûts liés au montage du projet du master conjoint, c'est-à-dire les réunions, les déplacements, etc. Le budget total qui est alloué par la Commission européenne cette année permettra de financer environ 36 projets au niveau européen. Alors, quels sont les résultats attendus par la Commission européenne? En gros, quels sont les livrables que vous devez fournir à l'issue d'un tel projet? Alors, je répète que la conception doit se faire en commun avec les partenaires. Donc, il faut que vous ayez des procédures d'admission, de sélection, d'évaluation des étudiants communes, des procédures d'organisation administrative et financière communes également, un programme d'études commun, quels sont les services que vos établissements vont offrir aux étudiants et comment vous allez promouvoir ce master à l'international pour recruter des étudiants et comment vous allez disséminer les résultats de ce projet à la fin du projet. Il faut que vous ayez une politique commune sur le diplôme et que vous ayez la preuve ou le lancement de la procédure d'accréditation. Et enfin, il faut que vous ayez au minimum un projet de convention juridique entre les partenaires et un projet de contrat d'étudiant. La date limite de candidature, donc c'est quasi demain, c'est le 26 mai 2021. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans une telle action ou que vous avez juste une idée en tête, vous voulez un petit peu en discuter, n'hésitez pas à prendre attache auprès de la chargée de projet international de votre faculté. Nous ne sommes que des femmes. Ou d'ailleurs de consulter le site Mon Projet Erasmus+, dédié au master conjoint Erasmus Mundus. Je passe la parole à Anna qui va vous présenter les Joint Masters. Juste pour information, il s'agit d'appels à projets qui sont annuels, donc vous pouvez désormais commencer à préparer votre projet et décider de le soumettre que l'année prochaine. Pour ne pas vous faire trop peur. Voilà, donc les masters conjoints Erasmus Mundus sont des programmes d'études internationaux intégrés et de haut niveau. Intégrés dans ce contexte, cela veut dire que ces conjoints ont divers établissements de l'enseignement supérieur impliqués. Le programme d'études est développé ensemble avec les partenaires qui instaurent également des procédures communes pour la mise en place du programme, c'est-à-dire un processus de sélection commun et centralisé, une stratégie de promotion commune,
ainsi qu'une gestion administrative et financière commune. Ces procédures doivent respecter les normes européennes relatives au déploiement du master conjoint. Les programmes sont ouverts à toutes les disciplines et doivent avoir un focus thématique spécifique. À la fin d'une promotion, les étudiants vont se voir délivrer un diplôme qui est délivré par le consortium d'université. Donc, il s'agit soit d'un diplôme commun ou d'un diplôme multiple si la législation nationale le permet. Les diplômes communs sont encouragés. Et comme on l'avait dit déjà avant, les masters conjoints offrent des bourses à un montant important aux meilleurs étudiants et ils offrent aussi un soutien financier assez important pour que ces projets puissent être réalisés en interne. Le consortium mettra en place une stratégie de promotion du master conjoint à l'international afin d'attirer les étudiants et d'inscrire les meilleurs étudiants du monde entier. Parce qu'en effet, le public, ce sont les étudiants qui se trouvent partout dans le monde et non seulement les étudiants des établissements membres du consortium. Votre programme d'études doit prévoir la participation d'experts ou de conférenciers pour les enseignements ou les activités de recherche et vous allez avoir du budget pour financer cela. La mobilité des étudiants inscrits est obligatoire, donc ils doivent effectuer au moins 2 mobilités pendant le cursus. Et un point important, c'est qu'à la soumission du projet, le master conjoint Erasmus Mundus doit déjà présenter un programme d'études finalisé qui est opérationnel et prêt à être promu dans le monde dès la sélection de votre projet par la Commission européenne. Donc, la demande pour un tel projet peut être faite par un établissement d'enseignement supérieur éligible, soit d'un pays programme ou soit d'un pays partenaire, comme vous l'avez désormais compris. Le consortium doit être composé au moins de 3 établissements d'enseignement supérieur de 3 pays différents, dont au moins 2 issus de pays programmes européens. L'accréditation et l'évaluation du programme de master doivent être validées dans les pays participants lors de la soumission de votre projet. La durée du programme est pour 6 années académiques, avec l'organisation d'au moins 4 promotions d'étudiants. Et si votre projet est par exemple sélectionné cet été, vous aurez une année pour organiser des activités préparatoires de mise en place et vous allez recruter les étudiants pour la rentrée 2022. Donc, je disais déjà que la mobilité physique des étudiants est obligatoire, donc ils doivent effectuer au moins 2 périodes de mobilité dans 2 pays différents, dont une mobilité au sein d'un pays européen. Donc ici, on vous présente les financements qui sont possibles de demander. Donc vous pouvez au maximum demander un budget de 4,9 millions d'euros. Et vous avez 3 types de frais différents. Donc ce sont des coûts institutionnels, donc 750 € par mois par étudiant. Des bourses des étudiants, donc 1 400 € par mois pour les étudiants boursiers. Et puis, vous pouvez aussi décider de demander des besoins individuels, donc par exemple pour l'accueil d'un étudiant en situation de handicap. Donc, la date limite est pareille, le 26 mai. Et cette année, vous allez avoir environ 25 projets pour toutes les soumissions qui vont être financées. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette deuxième partie? À l'action Erasmus Mundus Design Major ou à l'action Erasmus Mundus Joint Master? Hannah, merci. Moi, je voudrais vous poser une question, si c'est possible. Je ne sais pas si vous me... you can hear me? Oui, on l'entend très bien. Merci. Je suis sur le téléphone, donc je ne suis pas sûre que je suis très bien. Donc, et sur la mobilité des étudiants, est-ce que, par exemple, s'ils doivent changer chaque 6 mois par région de pays, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des housing pour eux, comment ils peuvent trouver un appartement, par exemple, et après les laisser? Est-ce que le Erasmus prévoit des choses comme ça? Et la deuxième question, est-ce que si notre établissement partenaire il a des frais d'inscription des étudiants, je ne me rappelle plus comment ça se passe, ou est-ce qu'il y a des règles spécifiques nouvelles?
Donc, en ce qui concerne les logements, je pense que c'est un sujet très important pour le consortium qui doit être du coup regardé ensemble avec tous les partenaires du projet. Et c'est fortement encouragé que les partenaires aident les étudiants pour les questions de logement et d'autres questions plutôt pratiques qui sont liées à l'organisation de leur mobilité, puisqu'ils vont bouger quand même beaucoup. Donc, si le projet le prévoit, par exemple, ça sera possible d'avoir une sorte d'échange d'appartements entre les étudiants qui partent et qui arrivent, mais c'est une question du consortium à discuter. Et concernant les frais d'inscription, donc normalement ces projets-là s'adressent aussi bien aux étudiants boursiers qu'aux étudiants non boursiers, donc ils sont fortement encouragés à recruter un nombre important d'étudiants à repartir entre tous les universités partenaires. Et du coup, ils ont une politique de centraliser en fait la gestion des frais, et les étudiants qui s'inscrivent à ces programmes-là payent les frais d'inscription, donc les dites tuition fees, au coordinateur qui ensuite renverse selon le schéma de financement aux partenaires. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je prends l'exemple, par exemple, de UCL qui avait des frais d'inscription. Donc, ça veut dire que si nous, on est partenariat avec UCL, l'étudiant, il va payer, mais c'est dans le cadre que le coordinateur, il devrait les verser à UCL. Mais nous, Sorbonne, par exemple, notre coût, c'est très, très faible pour le moment. Je ne sais pas si ça va changer. Donc, c'est comme ça. On garde, il n'y a pas une logique d'avoir les mêmes frais d'inscription dans tous les partenaires. Si pour le programme, oui, donc chaque étudiant, peu importe d'où il vient, s'il intègre un master Erasmus Mundus, il paye les mêmes frais. Donc là, actuellement, c'est dans les 3500, enfin, ça peut être chiffré jusqu'aux 3500 €. Je pense que l'IMBACI, par exemple, c'est 3500 €. Et ces frais-là sont ensuite repartis sur les autres universités. Mais à ASU, donc en France, les frais d'inscription sont plutôt faibles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les coûts qui sont derrière, parce que c'est financé donc, de manière plus importante par notre ministère. D'accord. Et une dernière question, désolée, comme je suis en ligne. Est-ce que si, par exemple, il y a 2 projets, on va dire, qui sont montés par la biologie, est-ce que c'est mieux de proposer un projet cette année? Est-ce qu'il y a une compétition entre les projets ou c'est pas important, on peut déposer n'importe le nombre de projets qu'on souhaite? Ça, on ne peut pas trop savoir, donc c'est peut-être une question à poser à l'agence Erasmus Plus France d'avoir une petite stratégie. Donc les design measures, ça c'est un tout nouveau dispositif. Donc, mais bon, voilà, les années de soumission ne sont pas pareilles, donc je pense qu'on pourra se renseigner auprès de l'agence Erasmus+, mais si le projet est prêt, pourquoi pas le déposer maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. D'autres questions du coup? Oui, il y a 2 questions en fait dans le chat. Une fois, il y a la question s'il y a des contraintes géographiques pour le choix des partenaires extra-européens. Alors, oui et non. C'est-à-dire que la liste des pays avec lesquels on peut faire nouer des partenariats, c'est vraiment la liste des pays qu'on appelle pays partenaires. Et donc, c'est un certain nombre de pays dans le monde. Donc, après, voilà, faut consulter la liste et voir si les pays, l'établissement auquel vous pensiez en fait partie ou pas. Il faut que les partenaires en Europe apportent quelque chose en particulier qui vous n'avez peut-être pas forcément trouvé auprès d'autres partenaires européens. Oui, en fait, la question, c'était plus justement savoir s'il y avait des fléchages qui étaient plus, recommandés pour avoir une chance de réussite au niveau de la soumission du programme. Est-ce qu'il y a des fléchages stratégiques qui sont recommandés par Erasmus Mundus par rapport au choix de ce partenaire? Alors, à l'heure actuelle, pas qu'on sache. Il faudra qu'on se renseigne peut-être plus en détail. Donc, bien sûr, l'Union européenne veut encourager la coopération avec les pays dits de voisinage proches. Donc, après, il faut avoir un cas concret, une coopération concrète pour ensuite se renseigner là-dessus. Ouais, selon les actions, après, en plus, les cibles changent. Et pour l'instant, le programme vient d'être sorti. Le guide du programme Erasmus+,
pour vous dire la vérité, est sorti la semaine dernière. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça pour l'instant à vous donner. Mais on garde la question en tête et on se renseignera du coup. Alors moi, ma question, c'était par rapport au Japon, en fait. Ok. On la garde en tête. Alors, pardon? Il y avait une autre question. Vas-y, Eleni, sur la dernière question. Oui. Y a-t-il des places réservées au Crous pour les étudiants boursiers? Alors, Voilà, donc normalement pour tous les programmes que nous avons, donc on va vous présenter les programmes que nous avons actuellement en master conjoint. Et pour ces étudiants-là, bien sûr, on a un soutien au niveau du logement, donc soit à la Cité internationale universitaire ou soit au Crous. Alors, on passe à la partie numéro 3, du coup, les projets Erasmus Mundus à Sorbonne. Alors, on voulait vous présenter rapidement les chiffres clés des projets Erasmus en général entre 2014 et 2020, c'est-à-dire pour l'ancienne programmation. Je ne vais pas tout vous détailler, ça va prendre trop de temps. C'était juste quand même pour vous dire que 55 projets ont été financés sur la période 2014-2020, dont 36 projets en coordination, donc c'est quand même beaucoup. Sur ces 55 projets financés, nous avions 5 Erasmus Mundus. Donc, ici, vous voyez les logos des programmes qui sont en cours. Donc, c'est le programme EPOC à la faculté de lettres. C'est un master interdisciplinaire en économie, sociologie et d'autres disciplines en sciences sociales. Le programme Tropimundo depuis 2013 ou 2014 à la faculté des sciences et ingénierie en biodiversité tropicale et écosystème. Et le master TCCM, donc depuis 2019, en chimie théorique et modélisation computationnelle. Et puis, sans oublier pourtant notre master conjoint IMBACI, donc le master international en ressources biologiques marines. Et je passe maintenant la parole à Lars Stemann pour qu'il vous témoigne de son expérience au sein de ce programme-là. Bien, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à présenter ce programme à l'ensemble de mes collègues. Donc moi je suis enseignant chercheur à la faculté des sciences et des ingénieurs. Je suis à l'UFR qu'on appelle Sciences de l'univers et donc je suis le responsable pour Sorbonne Université du master Erasmus+, qui s'appelle donc IMBRC. Et comme vous voyez dans le titre, ça veut dire Marine Biological Resources. Donc c'est un master qui s'intéresse à la gestion, enfin aux ressources marines, à leur gestion, mais aussi aux écosystèmes. Ça veut dire qu'il contient aussi de l'océanographie et donc un ensemble de disciplines qui étaient enseignées par ailleurs en master à la faculté des sciences. Donc le porteur est l'université de Ghent et donc c'est un consortium de 11 universités et vous pouvez voir leur localisation là sur la carte. Donc, vous pouvez voir que du nord au sud ça va de Norvège au Portugal. C'est un master qui fait suite en fait qui a 10 ans d'histoire pratiquement, avec différentes structurations au cours des différents plans européens. Le dernier, on a répondu au dernier appel d'offres, c'était l'année dernière, et ça a été aussi ce cas-là un succès. Donc, c'est un master qui recrute environ 80 étudiants chaque année en master 1 et on va emmener les étudiants donc jusqu'à la fin du master 2. Ces étudiants vont voyager d'une université à l'autre. Il y a donc actuellement on a eu jusqu'à 34 nationalités différentes. Il est vraiment international, il porte bien son nom. Alors bien sûr, il y a un grand nombre d'Européens, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi qui viennent de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, et plus récemment de l'Amérique du Nord, parce qu'on s'aperçoit que pour des Américains, faire un master international en Europe est une bonne opération, parce que ça leur donne un niveau qui leur permet de postuler à une thèse, tout en ayant eu un master qui peut-être était moins cher que s'il avait fait aux États-Unis.
Donc voilà, ça c'est ce master. Donc ici, on donne quelques chiffres. Cette somme qui est mentionnée ici, c'est la somme qui est distribuée aux porteurs du projet. Et ensuite, une partie de ce montant sert à gérer le projet par le porteur, mais aussi à organiser des événements pour l'enseignement, comme des grands symposiums annuels, comme des écoles d'été. Et puis, il y a aussi toute une partie qui sert à financer la mobilité des étudiants pour ceux qui auront une bourse. Et puis, il y a toute une partie qui est redistribuée aux universités au prorata du nombre d'étudiants qu'elles accueillent. Alors nous, typiquement, à Sorbonne, on reçoit environ une trentaine d'étudiants chaque année dans le cadre de IMBRC. Ces étudiants de IMBRC, en fait, ils vont joindre notre promotion de master de sciences de la mer au sein de 2 parcours. Et ce que l'on peut dire, c'est que le fait d'avoir eu ce master IMBRC nous a permis, lors du précédent plan quadriennal des universités, de garder nos 2 parcours parce que sinon ils étaient peut-être mis en danger parce que on n'aurait peut-être pas eu assez d'étudiants pour vraiment installer 2 parcours. Donc c'est quelque chose qui a été bénéfique pour nous. Le programme, il a 5 spécialisations et nous on intervient dans 3 des spécialisations. Et on accueille donc les étudiants essentiellement dans les 3 stations marines et essentiellement lors du semestre 2 du master et le semestre 3 du master. Et aussi maintenant, plus récemment, dans le dernière proposition, il y a aussi des étudiants qui vont venir sur le campus de Pierre et Marie Curie. Alors, je pense que ce master, ça a été dit tout à l'heure, est très bénéfique aux étudiants, donc pour les raisons qui ont été avancées, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est aussi très bénéfique pour l'équipe enseignante du Master Sciences de la mer, parce que on va mélanger un petit peu les différentes façons de faire des enseignants en Europe, et en fait, ça va faire bouger nos pratiques en enseignement. Et donc, il y a beaucoup d'innovations pédagogiques. Et notamment, l'année dernière, lorsque le Covid s'est installé et qu'on ne savait plus comment on allait accueillir ces étudiants qui venaient du monde entier, pour le S1, en moins de 3 mois, l'ensemble des partenaires, on s'est mis d'accord pour développer et réaliser un premier semestre qui est entièrement en ligne. Ce premier semestre, il a pu être fait parce que justement, des moyens sont donnés donc aux porteurs du projet pour gérer le projet, et on a pu recruter des ingénieurs pédagogiques qui ont accompagné les enseignants dans toutes les universités. Il y en avait donc au total 11 pour développer des contenus d'une façon plus ou moins harmonieuse. Ce que je dirais en plus, c'est que ce faisant, on prend l'habitude de travailler en enseignement sous forme de projet, et on a déjà des collègues pour répondre à d'autres appels d'offres. Et par exemple, a suivi ce développement du semestre en ligne, a suivi le dépôt d'un projet dans le cadre des partenariats stratégiques, qui a été aussi accepté, qui nous permet maintenant de faire évoluer ce semestre en ligne. Un autre point important, c'est qu'il a une telle visibilité, une telle demande d'étudiants. On reçoit chaque année 200 demandes d'inscription à ce master. C'est que finalement, on augmente le nombre de partenaires et on devient aussi, je pourrais dire, de plus en plus interdisciplinaire. On est parti des ressources biologiques et maintenant on s'intéresse, on enseigne aussi tous les aspects de l'impact du changement global sur l'écosystème marin. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai plaisir à gérer et à mener en collaboration très étroite avec l'équipe pédagogique du Master Sciences de la mer et le service des relations internationales à Sorbonne Université. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous avez des questions pour Lars ? Je vais peut-être prendre la parole directement, c'est plus facile. Ok, En donc tout cas, je passe.
Pardon. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pense que vous le trouverez dans l'annuaire de Sorbonne, hein, et je prends plaisir à y répondre. Merci beaucoup. Il y a Là. une question de la part de Gaëlle Lacaze. Oui, bonjour, excusez-moi, je ne mets pas ma caméra parce que j'ai vraiment des problèmes de connexion. Je voulais savoir si les financements obtenus ont permis de recruter un administratif pour gérer tout ça. Alors, par le porteur du projet, oui, ils ont recruté, et même peut-être deux personnes, enfin, il y a plusieurs personnes, je pense, qui sont même recrutées. Alors, l'université de Ghent, c'est une université qui dépose énormément de projets, et ensuite, ils mutualisent leurs ingénieurs ou le personnel qu'ils recrutent. Oui, il y a des budgets pour ça, oui. Mais il faut être porteur. Pour nous, à Sorbonne, on n'est pas porteur. Néanmoins, donc, la somme forfaitaire que reçoit l'université par étudiant nous permet de payer des vacations. Et ça, c'est important parce que ça permet en particulier de faire participer des étudiants en thèse ou des post-docs à des écoles d'été, par exemple. Ils vont devenir enseignants le temps de l'école d'été. Et en ce qui concerne la gestion administrative, donc à la FSI, notre bureau des projets et partenariats internationaux donc, prend en charge un accompagnement administratif pour les porteurs et pour les projets en tant que partenaires. Donc il n'y a pas de recrutement, c'est nos agents en place qui sont là donc, pour vous accompagner dans vos projets d'internationalisation et vos projets Erasmus+. D'accord, merci. Il y a autre question dans le chat. Comment a démarré cette coopération avec Ghent? Alors, cette coopération a démarré, on pourrait dire, du point de vue d'abord d'une collaboration de recherche. Donc, c'était il y a 15 ans. Hein. Il y a 15-20 ans, l'Europe cherchait à agréger les communautés des chercheurs dans les sciences marines dans des grands programmes. Et un des grands programmes s'appelait Marbec. Et Marbec visait à former un réseau de chercheurs en Europe et puis un réseau d'infrastructures. Et de là, les gens ont discuté. Et puis, donc, c'est de là que s'est monté le premier master qui s'appelait à l'époque EMBC. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé du point de vue de la recherche. Après, ce que je dois dire, c'est que maintenant, ça démarre avec la recherche, mais maintenant, on fait que de l'enseignement. En tout cas, pour ma part, mais c'est peut-être pas vrai pour d'autres collègues. On ne peut pas dire que ça a amené à développer des projets de recherche avec des gens que j'aurais rencontrés dans ces projets Erasmus Mundus. Mais je pense que pour d'autres collègues dans d'autres universités, ça se passe aussi. Par rapport à ces débuts de projet, c'est un des conseils qu'on voulait aussi vous donner. Donc, vous êtes désormais peut-être convaincu de monter un Erasmus Mundus Master conjoint ou alors un projet de Design Measures. Donc, notre conseil, c'était de sonder vos réseaux de recherche et de formation d'autres de vos projets européens ou internationaux et de vous baser pour ces premiers échanges sur des coopérations et relations existantes, de définir ensemble le focus de votre futur projet avec les collègues d'autres établissements d'enseignement supérieur. Puis ensuite, il faudrait définir bien sûr le rôle de Sorbonne Université et de vous-même dans ce projet. Donc, est-ce que vous souhaitez vous lancer en tant que coordinateur, en tant que partenaire? Et quel sera le rôle exact? Parce que même en tant que partenaire, on peut être un partenaire très impliqué, un partenaire ambitieux, un partenaire qui a un rôle important dans le consortium. Donc, toute cette formation, une fois sélectionnée et même auparavant, va avoir un impact sur votre département de formation. Donc, il est très important que vous vous assurez du soutien de votre directeur de département, de votre directeur d'UFR, et de définir donc avec l'équipe pédagogique de votre département l'articulation du programme AS Sorbonne Université. Donc, quelle place est-ce que ce futur programme devra avoir au sein de votre département? Est-ce qu'il s'agirait d'un nouveau parcours type, de la mention, ou alors un programme international rattaché à un parcours type? Il faut considérer aussi d'adapter les programmes d'études. Donc, est-ce qu'il y a des unités à créer? Est-ce qu'il y a des cours qui doivent être passés en anglais?
Et un conseil très important, c'est bien s'entourer, donc n'y allez pas seul, donc associez dès le début les collègues, parce que ce seront aussi vos collègues enseignants qui, une fois le projet sélectionné, vont accueillir les étudiants internationaux au sein de des cours respectifs. Et voilà, donc toutes les facultés ont des équipes, donc vous pouvez prendre tôt contact avec eux pour partager vos idées et puis donc continuer dans cette voie-là. Si vous voulez en savoir plus sur comment monter un projet Erasmus+, nous animons un séminaire le 15 avril sur cette thématique pour vous donner des clés, des étapes clés et des conseils justement pour bien démarrer le projet. Donc, nous proposons un accompagnement au montage de projets, donc des conseils individualisés. Donc, nous sommes là pour échanger avec vous sur vos idées et sur vos projets. Et puis ensuite, vous accompagner en fonction de vos besoins. Donc, on peut vous orienter vers des appels à projets Erasmus+, adaptés à votre projet. On peut accompagner à la structuration de votre projet, à une construction du consortium. Si vous cherchez des partenaires en particulier, on peut vous orienter vers, par exemple, nos partenaires de For You Plus ou d'autres partenaires stratégiques si c'est pertinent pour votre projet. On est là aussi pour que votre projet soit bien aligné et en cohérence avec les objectifs et priorités de l'appel à projet en question et puis Erasmus+ en général. On a de l'expérience sur l'élaboration du budget et on peut proposer donc un accompagnement administratif tout au long de votre dépôt de projet. Et bien sûr, on ne vous lâchera sûrement pas dès que votre projet sera sélectionné. Donc, vous allez avoir un accompagnement de notre part pour vos projets. Alors, sur cette slide, vous trouvez les personnes à contacter du coup dans chaque faculté et au niveau universitaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez même juste une idée, d'aller échanger avec elles. Elles pourront vous orienter, comme on le disait, vers l'appel à projet qui est le mieux. Ce ne sera peut-être pas forcément un Erasmus Mundus dès le départ, mais il y a effectivement, comme on vous l'a présenté, d'autres appels à projets dans le cadre d'Erasmus. Donc, n'hésitez pas et rejoignez-nous pour monter un projet Erasmus. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette troisième partie? On est là pour y répondre. On est désolé, on est un petit peu en retard par rapport au timing, mais on reste si vous avez des questions. Donc, la vidéo est enregistrée et je pense que les présentations seront aussi mises à disposition sur l'intranet. Sur l'intranet, vous recevrez aussi un petit lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Ça va nous permettre de nous améliorer. C'était notre premier webinaire à Anna et moi, donc on a peut-être un peu bafouillé quelques fois, mais bon, on espère que vous serez indulgents avec nous. Oui, le questionnaire de satisfaction, il est dans le chat, donc n'hésitez pas d'y répondre. Et effectivement, notre gestionnaire en nombre, Pauline Gay, qui est en charge de la coordination et organisation, vous a mis aussi dans le chat le programme complet des ateliers Europe. Si vous n'avez pas de questions, je tiens alors de vous remercier beaucoup. On était très contente de faire cette première présentation et comme les avaient dit déjà les collègues, nous on ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, on vous donne également rendez-vous et aussi le 15 avril. Et après les vacances de Pâques, nous serons de retour jusqu'au 18 mai. Donc, n'hésitez pas à nous contacter de l'idée jusqu'au dépôt, jusqu'à la gestion suite à la sélection et au-delà. Merci beaucoup à tous. Alors, Anna et moi, on voulait remercier Eleni pour son introduction, Pauline pour toute la coordination et Lars, vraiment un grand merci pour ton témoignage.